envoyé spécial avec Sébastien Savoie. Bonsoir, Jean-Baptiste. Je voudrais qu'on élargisse un petit peu le débat parce qu'au-delà de Mariupol, la question de la mer d'Azov est malheureusement pour les Ukrainiens réglée. Celle de la mer Noire se pose sans doute désormais. Et pour passer par là, il faut avoir le Donbass. Est-ce que la perspective d'une défaite militaire ukrainienne dans le Donbass, on en parle à Kiev ? Défaite, c'est un mot que ne veulent pas entendre les Ukrainiens. On n'en parle pas ici, bien sûr, à Kiev. De toute façon, je crois qu'il va falloir s'habituer à des gains territoriaux, à une guerre longue, avec des gains d'un côté, des pertes de l'autre. On le sait, cette guerre va être compliquée. Elle est aussi extrêmement destructrice. C'est ce qu'a dit le président Zelensky hier. Alors c'est vrai qu'il y a une certitude dans le Donbass, dans l'extrême est, si je puis dire, dans la région administrative de Lugansk. Là, elle est désormais quasiment entièrement sous contrôle des Russes, puisqu'ils sont là-bas appuyés largement par les séparatistes pro-russes qui connaissent parfaitement le territoire. On sait aussi qu'ils sont aidés, ces Russes, par les mercenaires du groupe Wagner et qu'il y a une attention particulière aujourd'hui autour de la ville de Severodonetsk. Là, on est un peu plus dans le cœur du Donbass et on sait que les troupes sont en train de se masser par là-bas. On sait que notamment les mercenaires du groupe Wagner ont saisi un certain nombre de localités au sud de Severodonetsk. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de manœuvre pour encercler ou prendre en tenaille, en tout cas, cette ville qui est quand même d'importance pour le Donbass. Alors évidemment, vous allez me dire, mais tout ce matériel qui est déversé en ce moment en direction des Ukrainiens, où est-il? Alors il est arrivé, on le sait, il y a des canons, notamment américains, qui sont là-bas. On ne sait pas trop encore où sont les canons français, mais il y a effectivement un certain nombre d'armes, beaucoup d'armes. Mais est-ce que ça va suffire à inverser la tendance? Quand on interroge des experts, ils sont plutôt partagés. Là, c'est quand même une victoire russe à Mariupol, incontestablement, c'est une reddition. Mais je crois qu'il faut aussi être très prudent quand on dit l'Ukraine va gagner, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, est-ce que la Russie peut perdre la guerre? Aujourd'hui, on dit est-ce que l'Ukraine peut la perdre? Donc voilà, il y a des... Oui, tout à fait. Je veux dire, les choses bougent sur le front, même si de la part des Russes, c'est plutôt du grignotage. Donc ce qui est clair, c'est... Ils ont voulu la bande côtière, la mer d'Azov, la jonction avec la Crimée. Là, ça paraît clair. Le reste du Donbass, ils ont presque conquis la région de Lugansk aussi. Probablement, ils sont intéressés par Donetsk. Évidemment, le problème qui se pose, c'est celui d'Odessa. Ce serait quand même une autre prise. Et puis, c'est une ville qui est une ville historique, à la fois russe, mais en même temps, c'est une ville très, très multiculturelle. Et donc, des attaques sur Odessa, c'est presque comme des attaques sur Kiev, alors justement... la capitale. Mais historiquement, c'est quand même une très, très grande ville et une ville que tout le monde connaît dans le monde entier. Si Poutine veut avancer vers Odessa, veut couper l'Ukraine complètement d'accès à la mer, ça change quoi pour nous? Enfin, sous-entendu, est-ce que ça peut modifier notre réaction, notre soutien à l'Ukraine? J'allais dire, il ne le faut surtout pas. Il ne le faut surtout pas. Après, effectivement, on voit des tentations parfois qui se font jour dans certaines capitales européennes, dans une partie de l'opinion publique, chez les propagandistes aussi, qui disent il faut absolument arriver vers une sorte de cessez-le-feu, il faut une solution négociée avec la Russie, etc. Ça, ce serait une défaite pas seulement pour les Ukrainiens, pour la civilisation, pour le monde, ce serait une défaite aussi pour les principes sur lesquels à la fois l'Alliance Atlantique et l'Union européenne sont fondées. Je veux dire que c'est cette perspective, encore une fois, que par la force, un État puisse conquérir un autre État libre et massacrer sa population, commettre des crimes contre l'humanité massifs, des crimes de guerre massifs. Il y a même des éléments, sans doute, mais c'est à la justice d'en décider, d'éléments de crimes de génocide. Et qu'on puisse dire, on accepte cela, on conclut une forme d'accord parce que c'est une puissance nucléaire, parce que c'est un grand pays, et puis demain viendra une sorte de réengagement avec cet État criminel. Et je veux dire, dans quel monde serions-nous? Moi, je veux dire qu'il faut quand même réfléchir à quelques fondamentaux derrière. Alors maintenant, s'il y avait effectivement une prise d'Odessa, ce serait évidemment un événement absolument dramatique, catastrophique. Sur le plan, effectivement, des moyens tactiques, il faudrait certainement réenvisager la manière dont nous devons apporter notre soutien à l'Ukraine, mais certainement pas en le diminuant, mais au contraire en le renforçant. A priori, c'est vous le spécialiste, c'est pas moi, Odessa ne sera pas prise demain. Même Mykolaiv, puisque la distance déjà entre Mykolaiv et Odessa est assez importante, qu'il y a un fleuve entre les deux, que les Ukrainiens ont miné l'ensemble des ponts, donc c'est-à-dire qu'il faut faire un détour colossal pour arriver sur la ville. Bon, c'est potentiellement un objectif russe. Alors, il est loin d'être réalisable là en 2 jours. Comme ça a été dit dans votre reportage, d'un point de vue militaire, Mykolaiv protège Odessa, donc protège de la
pénétration des troupes russes qui se trouvent de l'autre côté du Dniepr. De la même manière, la tentative de conquête par voie de débarquement, qui était initialement un des projets au début, a été réduit à néant, eu égard premièrement au combat qui a eu lieu sur l'île aux Serpents, eu égard à la mobilisation des forces ukrainiennes contre la marine de la mer Noire, qui singulièrement a reculé. Elle ne se retrouve plus à 20 km, mais à 200 km, s'estimant mieux protégée des tirs, donc des missiles Neptune dont disposent les Ukrainiens, et évidemment sous le regard des satellites américains. Alors moi, je réponds à votre question. Je ne fais pas de projection, comme Nicolas Kanzer, je réponds à votre question. Qu'est-ce que l'Ukraine risque de perdre? Premièrement, un accès à la mer. Parlons concrètement. Si Odessa tombe, toute il n'y a plus d'accès à la mer. Là, ça a des conséquences pour nous aussi. Hein. Ça a des conséquences pour nous immédiates. Il y a 4 millions de tonnes de céréales qui sont en train de croupir dans les silos à grains. Claude Michel s'en est rendu compte quand il a rencontré le maire... Charles Michel, quand il a rencontré le maire Gennady Troukhanov, qui par ailleurs est supposé être pro-russe, qui lui-même a dit que Vladimir Poutine était en train de détruire le pays et singulièrement sa ville. 20 millions de tonnes de céréales sont prévues donc pour être exportées d'Odessa. S'il n'y a plus Odessa, il faut trouver un moyen pour les exporter. Ça veut dire que ça met encore davantage de pression sur la Moldavie, que ça responsabilise, et là, pour le coup, je suis d'accord avec Nicolas Kanzer, notre action en Roumanie, qui est membre de l'OTAN, qui est membre de l'Union européenne. La Roumanie, d'ailleurs, essaye de compenser l'incapacité de l'utilisation du port d'Odessa en fortifiant et en développant des capacités de jonction ferroviaire. Dernier point, évidemment, si l'Ukraine devient un pays enclavé, il y aura une nécessité de l'arrimer à ses voisins. Et là, la question de l'accélération du processus d'adhésion à l'Union européenne sera posée autrement.